Avant de commencer, j'ai deux choses à dire. Quand j'ai été invité, je ne sais pas comment, par votre présidente, je me suis demandé, dans un premier temps, mais qu'est-ce que je viens pouvoir raconter aux gens qui sont les spécialistes des passes. J'ai failli refuser. Et puis, comme je suis un enfant gâté, que j'ai fait dans la médecine le cheminement que je voulais faire, que maintenant je suis émérite, je me suis dit que le sujet qu'elle me proposait était le sujet de livre que je venais d'écrire. Alors la première chose que je vais vous dire, j'aurais pu ne pas venir si j'avais été sûr que vous lisiez mon livre. Et j'ai donc décidé de vous le raconter. C'est la première chose que je dirais. La deuxième, je le dirai avec beaucoup d'émotion. Je suis venu très souvent à Marseille. D'abord parce que je suis neurologue, que je connaissais très bien Georges Serratris, mais plus encore parce que pendant 10 ans, j'ai été doyen en même temps que celui dont vous avez la figure ici, qui est Maurice Toga. Nous n'avions pas forcément les mêmes idées, mais nous avions une confiance absolue l'un dans l'autre. Nous nous disions tout, il m'a appris beaucoup de choses, et je vais vous dire la première chose qu'il m'a apprise, c'est lorsque vous avez une question, je pense au pass, cherchez la réponse, trouvez la réponse. Quand vous avez cette réponse, allez voir les décideurs et débrouillez-vous pour qu'en leur posant la question, ils vous répondent la réponse que vous leur avez apportée. C'est le moyen que nous avons, nous médecins, pour engager un patient vers la thérapeutie difficile qu'il a à faire. Ne l'oubliez pas, je le dois à Maurice Toga. La deuxième chose, je suis marié depuis 53 ans. Et j'ai conçu l'idée que pour les décisions difficiles, c'est moi qui les prendrai. Et que pour les décisions pas difficiles, ça serait ma femme. Il n'y a pas eu une seule discussion difficile. Elle a décidé de tout. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Quand j'ai commencé la médecine, il n'y avait pas de femmes. Je pourrais vous raconter l'arrivée des femmes, si ça vous intéresse, mais vous le verrez dans le livre. Les femmes ne pouvaient pas faire la médecine avant 1865. Vous le lirez, vous le raconterez. Il n'y avait pas de femmes quand j'ai reçu l'internat, au premier coup bien évidemment, dans le groupe de gens qui ont été reçus avec moi. Et j'ai passé toute ma vie de doyen, pendant 20 ans, à voir que les femmes étaient majoritaires dans le monde de la santé au niveau médical. Mesdames, vous avez des questions? Mesdames, apportez les réponses. C'est vous qui changerez le système de santé dans lequel, et c'est votre question aujourd'hui, dans lequel, bien évidemment, nous avons quelques soucis. Je vous ai dit que j'avais été un enfant gâté. J'ai été un enfant gâté parce que je suis le fils d'un médecin de campagne à qui je dois beaucoup. Il m'a montré ce que c'était que la médecine. C'était un autre temps. Il avait fait ses études à Paris. Il s'est installé à la campagne, au bord du Gers, à l'embouchure de la Garonne, tout près d'Agen. Il a passé sa vie, autour de 5 à 6 bourgs, dans lequel il était toujours là, matin et soir, week-end compris, sans vacances, il était toujours là. Il avait peu de moyens, sauf sa présence, son accompagnement. Et rappelez-vous la définition de la médecine. Guérir, la technique nous permet de guérir de plus en plus. Soulager, consoler, donner du courage, donner de l'espoir. Et cela ne peut se faire que si nous avons la confiance de celui qui vient vers nous. Gagner la confiance, la garder, il n'y a pas de bonne médecine sans cette confiance. Voilà le début de ce que je voulais vous dire. La question.
je vais répondre oui au début. Et oui. Oui au début, la technique, c'est l'avancée du progrès. Dans mon livre, je suis allé chercher tous ceux qui ont apporté une idée nouvelle, un concept nouveau. J'ai appelé ça une innovation rupture. Roland Gori. Avant Hippocrate, tous les gens pensaient que lorsqu'une maladie survenait, c'est un des dieux qui en était responsable. Cette pensée magique, cet imaginaire, c'est Hippocrate qui le premier a dit « la maladie, c'est naturel ». Aristote, qui est venu tout de suite après, a dit la même chose. Et il faut travailler pour savoir ce que la nature nous réserve. Galien a continué dans le même sens. Donc ma question, c'est de vous faire parler sur cette pensée magique, sur cet imaginaire, parce que on s'éloigne des passes, mais j'imagine que c'est tout près aussi. Quand on est malade, je dis gravement malade, on se demande en premier, mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Vous qui avez approché des maladies rares, tout le monde passe par là. Je suis en bonne santé, il me semble que Roland Gori est en bonne santé. Il n'empêche que le jour où il découvrira qu'il a quelque chose qui demande des soins difficiles, il se dira, mais qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Et nous avons ça dans la tête. C'est la première chose que je voulais dire. L'humanité change, le progrès la change, la médecine a changé la société, mais il reste une chose essentielle, c'est que la pensée magique, l'imaginaire, est telle que nous devons, nous les médecins, ne pas disparaître, parce que nous sommes là pour consoler, donner du courage, donner de l'espoir. Maintenant, dans mon livre, et vous le verrez, mon cher Roland Gori, je suis allé chercher tous ceux qui avaient largement innové. Alors, je vais vous laisser un passage. Les Grecs, ils avaient découvert que la maladie était naturelle. Pendant 14 siècles, jusqu'à Vésale, sous la domination de la pauvreté, aussi sous la puissance de la pensée religieuse, il n'y a aucun innovateur en matière médicale, sauf la naissance de l'hôpital. L'hôpital est né au IVe siècle. Il est venu de la médecine orthodoxe et de Byzance. C'était un endroit de générosité. Les possédants étant chargés de faire que l'argent nécessaire soit. Mais, il y avait un mais. Mais, qu'est-ce que c'était cet hôpital généreux? C'était un lieu de séparation, où l'on retrouvait les gens qui, comme vos passes, n'avaient pas les moyens de s'intégrer convenablement dans la société dans laquelle ils étaient, dans laquelle ils étaient soit des malades, soit des délinquants, soit des pauvres, et ils étaient enrégimentés dans une conception de la vie dans laquelle on leur disait « aimez-vous les uns les autres » et dans lequel on leur promettait que, passé la mort, le monde serait meilleur. C'est cela, l'hôpital dont nous sommes si fiers. Je continuerai en vous disant qu'il faut Vésale et l'anatomie. Vous avez sans doute vu les uns et les autres les magnifiques dessins de Vésale, 200 corps humains presque sculptés, dont on voit l'anatomie. C'était le début de l'observation médicale. On a commencé la médecine par observer. Observer avec les yeux, observer avec les oreilles,
Et depuis Hippocrate, même si on l'avait oublié, la seule manière de soigner les gens était de les écouter, de les regarder. C'était la seule manière que l'on avait, une manière pleine de compassion, pleine de générosité, dans laquelle peu de technique est arrivée. Le deuxième que je voudrais citer, c'est le monde de la cardiologie. Vous connaissez tous. L'inventeur de la circulation. Je vais vous le raconter. Je dois parler 10 minutes, par conséquent, vous me coupez. William Harvey est un Anglais, il est de Londres. Il est formé, comme tous les gens, à la médecine dite traditionnelle et ancienne, celle de Galien. Ce sont des dogmes auxquels on n'échappe pas. Si jamais on se dit que Galien n'a pas raison, on vous immole, on vous coupe la tête. Servet, Jean Servet, à Genève, a été brûlé pour avoir dit quelque chose sur la circulation qui ne correspondait pas à ce qu'avait Galien dit. Il est passionné, il est formé à la médecine ancienne, et cette technique va lui permettre de s'intéresser et de faire une découverte manifeste. Il apprend qu'à Quapendent et à Parme, a découvert que dans les valves veineuses, le sang qui circule, parce que nous savons ça depuis Galien, il circule le sang, il ne peut circuler que dans un sens. Harvey part 5 ans à Parme, au Moyen-Âge, ou au début de la Renaissance, vers 610, 615. Il y passe 5 ans pour voir que Galien a tort, parce que Galien pense qu'il y a du sang qui va vers la périphérie avec les artères, il y a du sang qui va vers la périphérie avec les veines, il n'a aucun sens de la circulation. Et Harvey va voir Accommodante et se persuade. Il rentre à Londres. Il prend des grenouilles. Il calcule combien de battements cardiaques la grenouille fait à la minute. Il mesure la quantité de sang qui s'envoie de le ventricule à chaque pulsation. Il calcule et il se rend compte que par minute, il y a 5 fois plus que le port de la grenouille, du poids de la grenouille, qui circule. Il dit ça circule. Il n'a pas de microscope. Il n'a pas vu que du sang artériel, ça passait dans le sang veineux. Mais il l'a dit. C'est la première fantastique innovation. Je dirais pour Roland Gori, depuis 60 ans, à la suite de ces grands innovants, vous les trouverez tous, ou ceux qui m'ont intéressé, dans le livre. Tous ces innovants ont rendu efficace la médecine. La médecine est efficace presque au moment où j'ai commencé les études de médecine. Je suis donc de l'ancien temps. Mon père avait 2 choses auxquelles il tenait beaucoup. L'asepsie et la vaccination. Il a fait toute sa carrière en devenant, dans les Saint-Bourg où il était, l'homme que les gens considéraient comme leur ami, celui qui les aidait, qui les accompagnait, avec des connaissances que nous dirions minimes sur le plan de l'efficacité. Mais il savait écouter les gens, il savait les observer, il savait en faire ses amis. Il allait chez eux, il connaissait l'intérieur de chez eux. Je l'ai accompagné, moi, tout jeune enfant, dans ses visites. Il connaissait tout le monde. Il savait comment tout le monde vivait. Il avait une médecine globale. Il s'intéressait à tout. Il faisait même voter les gens. Je me souviens, il s'asseyait et il leur posait 10 questions sur le monde de la médecine. Et il répondait à la fin, vous devez voter ceci ou cela. Communiste, il n'était pas communiste, je vais vous le dire. Je terminerai en disant, j'ai inventé 3 mots, mais je vous les laisse pour la discussion. J'ai inventé 3 mots pendant que j'ai été pendant 20 ans doyen. Le premier, c'est la clinique oubliée. Un médecin qui écoute, un médecin qui sait faire parler. C'est pour ça que dans les passes,
je vois la difficulté, je l'ai bien saisi ce matin, qui s'est examiné, il a 60 chances sur 100 de savoir ce qu'a son malade, uniquement en le faisant parler, en l'écoutant. Par l'examen clinique, tout au moins dans ma spécialité, il a 20 chances sur 100 de savoir en plus. Donc à 80 chances sur 100. Quand c'est grave, il faut aller plus loin. Quand c'est pas grave, c'est suffisant. La technique, elle est fondamentale, elle nous a fait faire des progrès fantastiques, mais elle n'est utile que dans 20% des cas. C'est la première chose. La deuxième chose que j'ai inventée et que vous utilisez dans vos passes, c'est la médecine sobre. Peut-être avez-vous entendu ce mot. Figurez-vous, il est de moi. La médecine sobre, c'est la médecine que vous faites dans les passes. Elle coûte moins que les autres. C'est une médecine où vous écoutez, où vous examinez, où vous réfléchissez. Et vous ne faites pas passer, comme je le vois trop souvent, le malade d'abord à la machine avant de dire ce qu'il a. C'est la deuxième chose que je vous dis. Donc rappelez-vous, médecine sobre, c'est la médecine que nous devons faire. Je m'arrête là pour vous dire que si vous ne faites pas cette médecine de clinicien, si vous ne gagnez pas la confiance de celui qui vient vous trouver, en prenant le temps qu'il faut, peu ou plus, vous n'existerez plus. Celui qui pense que la médecine, c'est uniquement la machine, et qui pense que c'est la machine qui va faire le diagnostic, il est mort. Or, je vous le dis, la médecine n'est pas morte grâce à vous, parce que vous écoutez les gens, parce que vous vous mettez à leur portée, parce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont, et c'est dans cette confiance réciproque que la médecine de demain pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez. J'ai parlé 10 minutes, je laisse